Vénérable maître et vous tous, mes sœurs et mes frères. Alors vous l'avez entendu il y a quelques instants, vous n'aurez pas d'autre nom ici que sœurs et frères. S'agissant de parler de la franc-maçonnerie en général, bien entendu je connais mieux la Grande Loge de France que la franc-maçonnerie en général, mais les présupposés de l'existence de l'ordre maçonnique, quelles que soient les obédiences, sont rigoureusement les mêmes. Éthique et humanisme, cela suppose que l'on connaisse un peu l'histoire de l'émergence de la franc-maçonnerie, de manière à comprendre pourquoi la philosophie maçonnique, car il y a une philosophie maçonnique, s'est constituée, quels sont ses présupposés, quelles sont ses finalités. Et on peut, à partir de l'histoire et à partir de quelques grands textes fondateurs de la franc-maçonnerie, et à partir également de quelques grands textes philosophiques, retrouver un peu ce qui fait l'essence même de la démarche maçonnique et qui explique les particularités, la singularité de la démarche maçonnique dans notre temps, et y compris dans la période moderne qui est la nôtre par rapport à la période historique. Alors sur le plan de l'histoire, autant en parler puisque la franc-maçonnerie moderne est née à Londres en 1717. Je parle de la franc-maçonnerie moderne car il existait antérieurement des loges de constructeurs de cathédrales dont nous avons repris les éléments symboliques, mais bien entendu pas les éléments opératifs. Quand vous voyez un compas et une équerre sur un temple maçonnique, ça n'est pas forcément le même usage. Qu'est-ce qui se passe en 1717 dans une petite taverne de Londres qui s'appelle l'Oie et le Grill, qui a disparu depuis, mais dont on a gardé les plans, et ces plans sont très précis. Il existait 4 petites loges, une corporation de bâtisseurs de cathédrales, de bâtisseurs en général, qui commençaient à péricliter, et dont la seule vocation était d'essayer d'exercer entre les membres de chacune de ces loges la solidarité. Et comme ils ne pouvaient plus au sein de chaque loge exercer la solidarité qui était nécessaire, elles ont jugé qu'il était peut-être plus utile de se réunir pour mettre en commun cette dimension de solidarité, qui était la seule dimension à l'époque de ce qu'allait devenir la franc-maçonnerie moderne. Ces membres de 4 petites loges, le Gris, le Gobelet, les Raisins, la Couronne, le Pommier, se sont réunis dans l'arrière-salle de la taverne Noël le Gris. Cette arrière-salle, d'après les plans, mesure environ 25 mètres carrés. Ça veut dire qu'avec les normes habituelles, quand on se réunit, qu'il faut à peu près 1 mètre carré par personne, il y avait au maximum 25 à 30 personnes qui se sont réunies ce jour-là. C'est important à connaître parce que ça montre bien que la franc-maçonnerie moderne, elle naît dans des circonstances très particulières qu'on a du mal à imaginer par rapport à ce que sont les obédiences actuellement. Elles se réunissent donc pour assurer la solidarité, et à la Saint-Jean d'été, donc à la Saint-Jean-Baptiste, elles vont s'organiser pour créer ce qu'on pourrait appeler un grand maître de l'ordre qui est en train de se constituer. Ce sera d'abord un petit commerçant pas très riche qui va diriger. Le second, ce sera quelqu'un qui est employé au tax office, c'est-à-dire que dans l'Hexagone, on dirait qu'il devait travailler aux impôts. Le troisième, en 1719, est quelqu'un de tout à fait différent. Il s'appelle Jean-Théophile Desaguliers. Il se fait appeler en Angleterre John Théophile Desaguliers. Et c'est un membre de la Royal Society et c'est le secrétaire d'Isaac Newton. Et vous voyez qu'en 3 ans, on part d'une petite structure avec des gens qui sont d'extraction très modeste, qui sont dirigés par des gens d'extraction également très modestes. D'un seul coup, la structure devient dirigée par un pasteur épiscopalien de l'église anglicane, car Jean-Théophile Desaguliers, dont le père était de l'église réformée de La Rochelle en Angleterre et pasteur de l'église épiscopalienne, donc anglican, secrétaire d'Isaac Newton et membre de la Royal Society. On dirait en France qu'il est membre du Collège de France, quelque
chose comme ça. On change donc de dimension. La 4e année, c'est notre inspecteur des impôts qui reprend les gouvernes de la petite structure, et la 5e année, miracle entre guillemets, c'est un certain duc de Montaigu qui devient le grand maître de l'ordre en cours de constitution. Le duc de Montaigu a quelque chose de très particulier, c'est un cousin direct du roi Hanovre. La dynastie des Hanovre vient de gagner définitivement les guerres contre les Écossais catholiques et les Irlandais. Et ce duc de Montaigu, c'est un père du royaume, et c'est l'homme le plus riche du royaume avec le roi. En 5 ans, à partir d'une petite structure qui n'avait pas grand-chose, et qui voulait simplement faire un peu de solidarité, on voit apparaître quelque chose qui est dirigé par le duc de Montaigu, et dont l'inspirateur, c'est le plus grand savant du siècle, Isaac Newton, à travers son secrétaire qui s'appelle John Théophile des Aguiliers. Ça, c'est l'histoire factuelle. Derrière l'histoire factuelle, il y a, mais là on le connaît moins bien, il y a l'histoire des idées. Pourquoi créer une telle structure et comment elle va se constituer, comment elle va se fixer les règles. Je crois qu'il est bon de rappeler qu'à cette époque, en Angleterre, dans le Royaume-Uni, qui avant était plutôt le Royaume des Unis, puisqu'il y avait un siècle de guerre entre l'anglais et l'écossais, anglais et irlandais, et en fait un siècle de guerre surtout entre les différentes religions. Les protestants contre les catholiques, qu'on appelait les papistes, les anglicans, depuis l'acte de suprématie d'Henri VIII qui avait créé l'église anglicane par rapport pour la libérer de Rome. Il y a eu en Angleterre un siècle de guerre permanent. À telle enseigne, du reste, qu'il est bon de se rappeler que le premier roi qui a été décapité, ça n'est pas Louis XVI en France, c'est un certain Charles Ier qui a été décapité en Angleterre bien avant. Et donc il n'est pas impossible que les Anglais, au sens général du terme, aient commencé à être un peu fatigués de toutes ces guerres de religion et qu'ils avaient une certaine aspiration à la paix civile et peut-être à développer le commerce, à devenir un peu plus bourgeois et peut-être à s'intéresser plus aux idées qu'à la guerre et à ses méfaits. Le duc de Montaigu, grand maître de l'ordre, en 1721, va demander à Jean Théophile des Aguiliers, qui est membre de l'ordre, et un pasteur écossais, qui s'appelle James Anderson, de reprendre les constitutions des anciennes corporations de bâtisseurs, ce qu'on appelait les Old Charges, pour en faire les constitutions de l'ordre des francs-maçons, des Freemasons, qui se constituent à cette époque. Et je crois qu'il est bon également de connaître les sensibilités religieuses de tout ce petit monde. Jean Théophile des Aguiliers, donc épiscopalien, on va dire qu'il est anglican. James Anderson, écossais, est méthodiste, c'est-à-dire qu'il est d'une sensibilité protestante très proche du calvinisme, donc de manière très éloignée de l'église anglicane. L'inspirateur principal s'appelle Isaac Newton. Isaac Newton est membre d'une autre fraction protestante, il est unitarien. Unitarien, ça veut dire qu'il ne croit pas à la divinité en 3 personnes. Il croit à la divinité en une seule personne. Eh bien, ces 3 personnages essentiels vont rédiger ce qu'on appelle les constitutions d'Anderson, qui sont rédigées et qui sont publiées en 1723. Oui, que ça va très vite, 1717. 1721, le duc de Montaigu dirige l'ordre. 1723, les constitutions de l'ordre des Freemasons sont établies. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas l'ensemble des constitutions, c'est le premier chapitre. Le premier chapitre nous dit, alors qu'on sort d'un siècle de guerre de religion où les habitants du Royaume-Uni se sont étripés joyeusement. Le premier chapitre s'intitule « Concernant Dieu et la religion ». Et dans ce chapitre, on ne parle pas de Dieu. Et on parle à peine de la religion pour dire l'élément essentiel qui permet de comprendre la philosophie maçonnique, car elle est restée la même à cette époque. Le texte nous dit à peu près ceci: quoique dans les temps plus anciens, il était recommandé aux francs-maçons
il était demandé aux francs-maçons d'être de la religion du pays où ils vivaient, ou de la religion du prince dont ils dépendaient, il a été jugé qu'à l'époque moderne, on se situe bien dans une évolution, qu'à l'époque moderne, il a été jugé plus expédient de leur demander d'être de cette religion naturelle. On n'est non plus dans une religion chrétienne, on est d'une religion naturelle que tous les hommes respectent, à savoir d'être des hommes bons et loyaux, hommes d'honneur et de probité. Vous voyez le basculement considérable dans la franc-maçonnerie qui se constitue au XVIIe siècle, au début du XVIIIe, dans un environnement judéo-chrétien extrêmement prédominant, puisqu'à l'époque, tous les habitants de l'Europe occidentale étaient chrétiens, sauf une minorité juive, et il n'y avait quasiment pas de musulmans, et pas d'orthodoxes bien évidemment. Tout ce monde-là était chrétien, et voilà que la structure qui émerge, progressivement, va se fonder sur le fait qu'on ne va plus demander à chacun d'être de la religion du pays où il vit, mais on va lui demander simplement d'être un homme bon et loyal, homme d'honneur et de probité. C'est-à-dire que la dimension religieuse n'est plus une dimension nécessaire pour s'intégrer dans la période moderne. Eh bien, cette absence de dimension religieuse, cette absence de critères religieux pour entrer dans la démarche maçonnique est restée identique pour la franc-maçonnerie continentale, pas pour la franc-maçonnerie anglo-saxonne, est restée identique depuis presque 3 siècles. En 1721, et j'y pense parce que j'étais hier à Dunkerque pour le congrès de ma région, en 1721, la franc-maçonnerie traverse la Manche et il se crée une première loge à Dunkerque dont le titre a été repris régulièrement, qui s'appelle Amitié et Fraternité, qui est créée en 1721. Il s'était produit en 1688 et en 1685 2 événements historiques qui permettent aussi de comprendre l'évolution des esprits. En 1685, vous le savez très bien, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Les protestants sont chassés de France. Ceux qui habitent à la frontière de l'Empire s'en vont vers la Hollande ou vers l'Allemagne. Ceux qui habitent au niveau des ports, bien évidemment, ils prennent des bateaux et ils vont en Angleterre. Ça a toujours été comme ça. Et ceux qui habitaient La Rochelle, et notamment le pasteur Desaguliers, membre de l'Église réformée de France, s'en va en 1685 avec son fils qui s'appelle Jean Théophile, qui est âgé de 3 ans. C'est ce Jean Théophile Desaguliers que vous retrouverez comme secrétaire de Newton à la Royal Society et comme pasteur épiscopalien. Vous voyez la filiation est initialement protestante. A l'inverse, après la défaite de Culloden et après la défaite des Irlandais et des Écossais, les troupes restées fidèles au roi Jacques Stuart d'Écosse, qui a été battu par la dynastie des Hanovre, émigrent. Il y a un double mouvement d'émigration. Les protestants quittent la France pour aller en Angleterre, les régiments catholiques qui ont été battus, et le roi Jacques Stuart viennent se réfugier chez Louis XIV, le roi très catholique, avec des loges militaires, et on en a une trace très précise, la loge du régiment Dillon, la loge du régiment Walsh, et ils s'installent à Saint-Germain-en-Laye. Il y a donc en France, à cette époque, en 1688, des loges maçonniques militaires, qui n'ont pas non plus grand-chose à voir avec les loges modernes, mais qui apportent une tradition d'une autre religion, et va apparaître en France à partir de 1721, essentiellement au niveau des ports, car les Anglais font du commerce et c'est dans les ports que les commerçants et les militaires créent des loges, puis à Paris, des loges qui seront plutôt d'origine protestante et anglaise, alors que les autres étaient plutôt catholiques, écossaises et irlandaises. Et va se créer à Paris la première grande loge de France en 1728, dont le premier grand maître sera un Anglais qui s'appelle le duc de Wharton, qui est passé par là, et qui a été nommé grand maître des loges de Paris, que les autres loges du royaume, par ironie, appelaient les loges de Paris, dites grandes loges de France. Et va se constituer à Paris une autre évolution qui va être celle de constituer un rite très particulier et de faire apparaître de nouvelles légendes sur lesquelles la franc-maçonnerie va se créer.
Jusqu'en 1730 environ, dans les loges qui existent en Angleterre et en France, il n'y a rien d'initiatique. Ce sont des loges qui ont repris la symbolique des métiers de constructeurs de cathédrales, de palais royaux, de tout ce que vous voulez construire, et qui ne comprennent que des apprentis et des compagnons. Le grade de maître n'existait pas, et l'initiation maçonnique n'existait pas non plus. On était apprenti entré, entered apprentice, on entrait dans une loge, et il y avait une cérémonie de réception, mais qui n'était pas une cérémonie d'initiation. L'initiation proprement dite va apparaître en 1730-1740, et donc essentiellement en France plus qu'en Angleterre, et les degrés ultérieurs, le degré du maître va apparaître en 1730 dans un ouvrage très connu de Samuel Pritchard qui s'appelle Masonry Dissected, et ensuite va se créer, mais en France, les degrés supérieurs du rite écossais ancien et accepté, le 4e et le 5e, puis ça va monter jusqu'au 33e en à peu près 3 générations. En 1736, en France, il y a, j'allais dire, le pendant de ce qui s'est passé en Angleterre en 1717. En 1736, dans les loges françaises, il y a un Écossais qui s'appelait Michel de Ramsay, qui était protestant, qui a été initié dans une loge anglaise et qui a émigré en France où il s'est converti au catholicisme. Il est devenu le secrétaire d'un évêque bien connu, le Cygne de Cambrai, l'évêque Fénelon, et bien entendu, il a travaillé dans des loges maçonniques à Paris, et un jour, on lui a demandé de rédiger un discours en tant qu'orateur de la loge Saint-Thomas Louis d'Argent, un discours pour officiellement recevoir, comme on disait, les ducs sous l'acacia. Alors ce discours, il est vraisemblable qu'il ne l'a pas prononcé, mais il l'a écrit. Il en a même écrit 4 versions différentes. Et dans ce discours, on retrouve des éléments essentiels qui permettent également de comprendre la philosophie de la démarche maçonnique. Michel de Ramsay traite son discours en 2 grandes parties. D'abord, il traite de l'histoire de la franc-maçonnerie. Ça, c'est la partie que j'appelle fantasmatique, la partie légendaire. Il fait référence au fait que nous descendons du petit-fils du protoplaste et du petit-fils d'Adam. Vous voyez, on ne se refuse rien. Sauf que c'est intéressant parce que le petit-fils d'Adam s'appelle Enoch. Et cet Enoch, c'est celui qui construit la première ville. C'est-à-dire que Ramsay nous fait légendairement remonter à l'homme qui a construit la première ville, donc à une corporation de constructeurs, à une corporation d'architectes. Et toute la maçonnerie ultérieure sera fondée sur l'idée de la construction, pas de la construction de temples aussi jolis que celui-là, j'en suis malheureusement mari, mais de la construction de ce que l'on est soi-même. Et Michel de Ramsay, dans la 2e partie, va définir très précisément quelles sont les 4 conditions qui sont nécessaires pour devenir franc-maçon. Et ces 4 conditions sont toujours les mêmes. Elles n'ont pas varié d'un iota. Les 4 conditions s'appellent la philanthropie sage, la pure morale, le goût du secret inviolable et le goût des sciences utiles et des arts libéraux. Et à travers ces 4 conditions, il y a toute une démarche qui est la démarche éthique et humaniste de la Grande Loge de France, qui est déjà en filigrane, pour quelques raisons que l'on peut développer assez aisément, et je vais ressortir les textes pour vous les lire très précisément. La philanthropie sage. Philanthropie, c'est le fait d'aimer les hommes. Dans ce chapitre, Michel de Ramsay va écrire que les francs-maçons se proposent de contribuer à l'existence d'une république universelle. Et là, on est dans la dimension universaliste de la franc-maçonnerie. Il faut que je retrouve le texte, mais je vais vous le retrouver rapidement. Établir une république universelle dont toutes les nations seraient membres et dont chaque particulier serait un enfant. Voilà le texte qui est très précis. Le texte fondateur, Michel de Ramsay. L'amour de l'humanité en général le conduit à proposer que le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier a un enfant. Donc il s'agit bien de la dimension
de l'universalisme maçonnique qui est en cours. L'un des premiers fondements de l'ordre est un fondement de ne pas se cantonner dans son petit pays, ne pas se cantonner dans sa petite famille, mais bien au contraire d'avoir une vision universelle. Et tout à l'heure, vous avez entendu, ils ont foi dans la pratique possible d'une morale universelle. Les francs-maçons ont foi dans l'existence possible d'une république universelle. Bien entendu, ça ne se fait pas en quelques jours, mais cette utopie est à la base de la démarche maçonnique. Il va écrire très précisément « Nos ancêtres les croisés ». Fantasmagorie, nous ne descendons pas des croisés. Mais ce qui vient ensuite est plus intéressant. Ont imaginé un établissement dont le but unique est la réunion des esprits et des cœurs, pour les rendre meilleurs et former dans la suite des temps une nation spirituelle unie par les liens de la vertu et de la science. Il s'agit donc bien d'unir la totalité des hommes par les liens de la vertu et de la science, de faire une nation spirituelle où les éléments d'amitié, de fraternité seraient fondamentaux. Ça fait également référence à un autre paragraphe des constitutions d'Anderson dont je ne vous ai pas parlé. Quand Anderson nous dit que les hommes doivent être de cette religion naturelle d'être des hommes bons et loyaux, hommes d'honneur et de probité, il ajoute que c'est le moyen de créer le centre de l'union permettant de rapprocher et de faire se rencontrer des hommes qui n'auraient pas pu se rencontrer autrement. La franc-maçonnerie a pour but, dans la démarche universelle qui est la sienne, de faire se rencontrer, de faire se côtoyer, de faire dialoguer des hommes qu'apparemment les éléments politiques, les éléments religieux ou les éléments sociaux sépareraient. Et ça, c'est fondamental. La démarche éthique qui est celle de la maçonnerie se trouve dans ces deux textes, Constitution d'Anderson de 1723, Discours de Ramsay de 1736. Vous voyez qu'en une quinzaine d'années, les fondements de l'ordre sont jetés. 3 siècles plus tard, rien n'a changé de cette vision des choses. La deuxième condition, c'est la saine morale. Alors la saine morale, vous pourriez penser que, bien entendu, il s'agit de la morale religieuse qui était en vigueur à l'époque. C'est en partie vrai, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Et Ramsay introduit des différences très précises. Et je pense que ça vaut la peine de lire le texte. Il ne s'agit pas d'avoir la morale des ordres religieux ou des ordres militaires. Il s'agit pour Ramsay, il le dit, l'ordre des francs-maçons est institué pour former des hommes et de bons citoyens. Voilà la morale qui est proposée par Ramsay, former des hommes et de bons citoyens, et il ajoute tous adorateurs du Dieu, mais pas de Dieu, tous adorateurs du Dieu de l'amitié. On est très loin de la morale judéo-chrétienne en vigueur. Ramsay ne dit pas qu'il faut se séparer de cette morale. Il dit qu'à côté de cette morale judéo-chrétienne, qui est à l'appréciation de chaque croyant ou de chaque non-croyant, les francs-maçons qui se réunissent sont tous adorateurs du Dieu de l'amitié. Il s'agit de former des hommes et de bons citoyens. Il va ajouter dans ce même chapitre « Cherchant à bâtir, à éclairer l'esprit, à perfectionner le cœur et à inspirer le goût du vrai, du bon et du beau. » La morale que propose Ramsay, valable pour les francs-maçons, le vrai, le beau et le bon, ça doit vous faire penser immédiatement à Platon, c'est la morale platonicienne. Il ne s'agit nullement d'une croyance en Dieu ou telle religion, il s'agit d'une croyance que les hommes peuvent se réunir sur des principes qui n'ont rien de religieux. Et ça, c'est fondamental, car la philosophie maçonnique se développe en dehors de toute croyance religieuse. Elle ne met pas la croyance religieuse à l'écart, elle n'est nullement anti-religieuse ni anticléricale, comme on l'a souvent pensé. Elle est en dehors des conceptions religieuses de chacun d'entre nous. Elle laisse à chacun d'entre nous sa propre liberté de croyance, sa propre liberté de foi, dont nous n'avons pas à nous préoccuper. C'est dit dans un de nos textes très précisément. Concernant le secret, bien entendu, vous ne serez pas surpris, les francs-maçons ont le goût du secret inviolable, comme Ramsay le proposait. Ça vient, à mon sens, très précisément du fait que dans les corporations de bâtisseurs,
il y avait le secret du métier pour garder l'art de bâtir, l'art de l'architecture, pour que cet art ne soit pas divulgué à tous ceux qui n'étaient pas de la même corporation. Les tours de main, les tours du métier étaient gardés secrètement. C'est un peu la même chose, les tours du métier et les tours d'apprentissage de la franc-maçonnerie sont gardés secrètement parce qu'ils n'ont pas à être divulgués à ceux qui n'ont pas qualité pour les connaître, comme on le dit dans nos textes. Et le dernier élément qui est fondamental pour Ramsay, et c'est le goût des sciences utiles et des arts libéraux. Et ça, beaucoup de francs-maçons ont tendance à l'oublier, car la philanthropie, c'est quelque chose que nous connaissons bien, on l'appelle la fraternité. La saine morale ou la morale pure, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Former des citoyens et des hommes qui ont le goût du vrai, du beau et du bien, c'est... Mais la quatrième condition pour entrer dans l'ordre des francs-maçons, c'est d'avoir le goût des sciences utiles et des arts libéraux, c'est-à-dire de connaître et d'apprendre à connaître les éléments scientifiques, sociologiques, philosophiques de son temps. En clair, il s'agit d'être un homme de son temps pour être intégré dans la société de son temps et d'agir dans la société avec les connaissances scientifiques et philosophiques du temps présent, pas celles du temps passé. Et la tradition maçonnique, c'est une tradition de perfectionnement, d'inclure l'homme dans une dimension de progrès philosophique, de progrès spirituel tout d'abord, mais en rapport avec ce qui se passe dans son temps et dans le temps qui est le nôtre. Voilà ce que nous dit Michel de Ramsay. Vous avez donc à travers les deux textes fondamentaux, le discours, les constitutions d'Anderson et le discours de Ramsay, les éléments essentiels qui montrent que la démarche maçonnique est une démarche de réflexion éthique, de réflexion spiritualiste et de réflexion humaniste, car avoir le goût des sciences utiles et des arts libéraux, c'est bien s'intégrer dans la société. Et du reste, dans le discours de Ramsay, Michel de Ramsay propose en 1736 d'écrire un dictionnaire universel rassemblant la totalité des connaissances humaines, des sciences utiles et des arts libéraux. Et il y a une virgule dans le texte, la théologie et la politique seules exceptées. Théologie et politique seules exceptées, c'est toujours la démarche maçonnique qui vise à rassembler des hommes en dehors des divergences politiques ou religieuses, et dans les loges de la Grande Loge de France en particulier, les digressions religieuses ou politiques sont strictement interdites. Parce que cela ne fait que diviser les hommes. Division politique, c'est évident. Les convictions religieuses divisent les hommes au lieu de les rassembler. La démarche maçonnique vise à rassembler les hommes par-delà les convictions religieuses ou politiques différentes des uns et des autres. Proposé en 1736 d'écrire un dictionnaire universel, vous avez fait immédiatement le rapprochement avec les encyclopédistes. Et vous allez me dire, effectivement, Michel de Ramsay s'inscrit dans la tradition des encyclopédistes et des philosophes des Lumières. C'est faux. C'est l'inverse. Tout simplement, il faut se pencher sur les dates. Michel de Ramsay écrit son discours en 1736. Diderot, d'Alembert, d'Holbach, Helvétius et les autres vont commencer à écrire l'encyclopédie en 1751, c'est-à-dire 15 ans plus tard. Et l'encyclopédie sera terminée en 1771. Écrire une encyclopédie, c'est écrire une encyclos paideia, c'est-à-dire le cercle de la connaissance, le cercle des connaissances humaines, c'est ça que ça veut dire en grec. Et bien ce que propose Michel de Ramsay, c'est ce que les encyclopédistes vont réaliser 15 ans plus tard. Ce n'est donc pas l'inverse. Ce ne sont pas les maçons qui se sont inspirés des encyclopédistes, c'est la franc-maçonnerie naissante qui a inspiré les encyclopédistes. Disons que c'était dans l'air du temps, mais c'est Ramsay qui l'écrit le premier, et c'est quelque chose de fondamental que les francs-maçons ont parfois tendance à oublier. Il est nécessaire pour tous ceux qui suivent une démarche maçonnique, non seulement de suivre une démarche initiatique, au sens initiatique qui est le nôtre, mais également de continuer à comprendre le monde moderne dans lequel ils vivent, à savoir les sciences de leur temps, la philosophie de leur temps, pour s'en inspirer. Alors je voudrais terminer sur une troisième dimension, qui est la dimension philosophique. Alors vous pourriez me demander, et les frères qui sont ici pourraient me demander, pourquoi parler de philosophie dans une loge maçonnique? Tout simplement parce que la philosophie, c'est l'art d'aimer la sagesse. Ce n'est pas l'art de construire de grands systèmes, c'est l'art d'aimer la sagesse. Et il y a un certain nombre d'hommes qui n'étaient pas francs-maçons,
et qui pourtant ont inspiré la franc-maçonnerie, peu ou prou. Le premier, à mon sens, c'est Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, vous me direz, il n'est pas vraiment philosophe, si, c'est un très grand philosophe. Ce qu'apporte Michel de Montaigne, c'est le refus absolu du dogmatisme, c'est-à-dire c'est le questionnement permanent. La géographie et la légende nous dit que Montaigne portait un petit médaillon autour du cou dans lequel il était inscrit « Que sais-je » ? Que sais-je ? C'est se demander ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on peut penser. C'est exactement la démarche du franc-maçon. Michel de Montaigne ne disait jamais « je crois ». Quand il disait « je crois », c'était « je crois éventuellement ». Que sais-je ? C'est la démarche du philosophe, c'est la démarche du franc-maçon, c'est l'inverse du credo. C'est l'inverse du credo du croyant qui affirme une vérité. Tout à l'heure, vous avez entendu le vénérable maître ici présent qui a dit « nous ne possédons pas la vérité, nous la cherchons ». C'est exactement la démarche qui est la nôtre. Et Michel de Montaigne est à cet égard un exemple très prégnant. C'est quelqu'un qui recherchait la vérité, qui avait sa propre vérité, mais qui en même temps savait que sa vérité était relative. Michel de Montaigne, c'est le relativisme absolu. La vérité de Michel de Montaigne, c'est sa propre vérité. Comme la vérité de chacun d'entre nous, c'est notre propre vérité. Ça n'est jamais la vérité de l'ensemble de la loge, ni de l'ensemble des francs-maçons, qui peuvent avoir d'autres conceptions de la vérité. C'est-à-dire que ce que Michel de Montaigne cherche, comme les francs-maçons, c'est la vérité, et d'essayer de trouver sa vérité, mais ce qu'il refuse absolument, c'est la certitude. Michel de Montaigne refuse la certitude, et il écrira, je le texte là aussi très précisément, le plus folle amour de la certitude est une folie extrême. Le plus fol amour de la certitude est folie extrême et goût irraisonné de l'incertitude. Deuxième philosophe, à mon sens, très, très important, et qui permet de comprendre le projet maçonnique, c'est Baruch Spinoza. Dans l'Éthique, c'est un texte qui date juste d'après Descartes. Baruch Spinoza, dans son chapitre 4, qui s'appelle « De la servitude humaine », va nous montrer quel est le projet d'un homme pour lequel la transcendance est évacuée. Spinoza est peut-être pas athée, mais il n'accepte pas la transcendance, il vit dans l'immanence. Et ce que Spinoza nous propose, c'est de nous proposer un modèle de la nature humaine auquel nous souhaiterons ressembler. Et Spinoza va finir par appeler bien ou bon tout ce qui permet de nous rapprocher de ce modèle de la nature humaine que nous aurons imaginé. C'est-à-dire que nous sommes dans une différence fondamentale avec les conceptions religieuses. Il ne s'agit pas que l'homme soit à la ressemblance de Dieu. Il s'agit de nous proposer, chacun en ce qui nous concerne, un modèle de la nature humaine auquel nous essaierons ensuite de ressembler. C'est-à-dire un modèle de la nature humaine que nous essaierons de construire, c'est-à-dire d'être architecte de ce que nous voulons être, sans prétendre ressembler à un modèle de la nature humaine qui n'existe pas. Dernier philosophe, et je m'arrêterai là, c'est Emmanuel Kant, bien évidemment, qui était l'inspirateur de beaucoup de textes maçonniques et dont certaines phrases figurent in extenso dans nos rituels. Emmanuel Kant qui va avoir l'immense mérite, alors que c'est un croyant protestant tout à fait fervent, il va avoir l'immense mérite de faire en sorte de détacher les fondements de la morale de la croyance religieuse. Et l'élément essentiel sur lequel se base Emmanuel Kant, c'est d'affirmer que la morale, au fond, elle naît de la volonté humaine et qu'il est possible que la morale naisse de la volonté humaine parce que l'homme est un esprit libre. Et que c'est parce qu'il est libre et que parce qu'il possède quelque chose qu'il appelle la dignité, ça dit Würde, la dignité humaine, c'est à partir de la dignité humaine que l'homme peut choisir sa propre morale et qu'il peut choisir éventuellement de pratiquer telle ou telle religion de son choix. Ce n'est pas la religion qui propose la morale, c'est le fait d'être libre qui permet de construire sa propre morale, une morale que l'on peut supposer universalisable, voire universelle, et qu'à partir de là,
l'on peut devenir bâtisseur de l'homme que nous nous proposons de réaliser comme modèle, comme le disait Spinoza. Voilà, me semble-t-il, les éléments essentiels sur lesquels on peut réfléchir à l'éthique et à l'humanisme que propose la franc-maçonnerie.